Je me présente, je suis Elisa Perret, gynéco spécialisée en la PMA et directrice médicale de UBF Donostia. Un moment. Aujourd'hui, nous allons parler de l'échec d'implantation et de les fausses couches à répétition. C'est un problème que nous trouvons tous les jours dans notre clinique et nous avons beaucoup de tests pour chercher les problèmes et pouvoir aider à nos patients. Dans les nouveaux tests que nous avons, nous trouvons l'étude de la réceptivité avec les RMAP et l'étude aussi de l'immunologie endométriale avec les IMAP. Nous avons trois raisons principales pour l'échec d'implantation. Le problème peut être un problème embryonnaire pour les facteurs de l'âge de la femme, ou pour un facteur masculin aussi, ou pour la qualité de l'embryon ou la génétique. Nous pouvons avoir aussi une altération de la fenêtre d'implantation de l'endométrie. Et nous pouvons avoir aussi un trouble immunologique que c'est moins fréquent, mais c'est une autre possibilité. Dans la qualité de l'embryon, le facteur de l'âge de la femme, c'est très important. À partir de 35 ans de la femme, le taux d'altération génétique des ovules commence à augmenter beaucoup et le pourcentage des embryons que nous pouvons trouver sans altération génétique, le pourcentage des embryons euploïdes commence à descendre très vite. À partir de 38 ans, nous pouvons trouver un pourcentage d'altération génétique de 50%. Dans une femme de 40 ans, nous pouvons trouver 70% des embryons avec altération génétique. Et à partir de 43 ans, le pourcentage est 95 ou plus. Ces embryons nous donneront échec d'implantation ou fausse couche ou le problème plus sauf, peut-être en trisomie 20 ans. Ici, nous pouvons voir les taux les probabilités que nous avons de trouver un embryon euploïde sans altération génétique. Elisa, excuse-moi, est-ce que tu peux repartager? On ne voit pas les diapositives. Non? Non, on ne voit que toi. Et maintenant? Maintenant, oui. D'accord. Oh, pardon. C'est pas grave. D'accord, pardon. Ici, nous pouvons voir les taux d'altération génétique comme à partir de 35 ans commence à descendre très très vite les pourcentages des embryons sans altération et aussi les chances de succès de grossesse avec un embryon après une fécondation in vitro. La solution est faire un ICSI, une fécondation in vitro, et un diagnostic génétique de les embryons. Pour ça, nous devons faire une stimulation ovarienne, après une punction ovarienne pour avoir les ovules, une fécondation in vitro qui doit être un ICSI. Après, nous allons faire les cultures embryonnaires
au stade de blastocyste jusqu'à le jour 5. Et après, nous allons faire une biopsie des embryons pour faire le diagnostic génétique préimplantationnel. Après le diagnostic, nous allons avoir les résultats en 2-3 semaines et nous pouvons trouver de 0 à, si par exemple nous avons 5 embryons, nous pouvons avoir 0, 1, 2, 3 ou 5 embryons pour la transfert. Ça dépendra de l'âge de la femme, de la qualité de l'esperme aussi et de la qualité de l'embryons. Nous devons seulement transférer les embryons sans altération génétique. D'accord? Et si nous trouvons beaucoup de embryons avec altération, peut-être une raison pour les échecs d'implantation ou pour les fausses couches aussi. Le deuxième problème que nous pouvons trouver, c'est une altération de la réceptivité de l'endométrio. L'embryon parfait a toujours besoin d'un endomètre parfait qui doit être synchronisé avec l'embryon. L'endomètre a besoin de faire beaucoup de changes avant d'être réceptif pour l'embryon. L'endomètre humain est une structure autonome dynamique qui change durant tous les cycles de la femme, de la règle jusqu'à l'implantation de l'embryon. Le moment où l'endomètre est réceptif pour l'embryon s'appelle la fenêtre d'implantation. Et s'il y a un dysfonctionnement de la réceptivité de l'endomètre, nous allons avoir échec d'implantation ou fausse couche. Pour étudier la réceptivité, la fenêtre d'implantation, nous avons les RMAP qui étudient la réceptivité de l'endomètre avec l'expression génétique de 48 gènes. Et nous avons la possibilité de 3 résultats différents après faire la biopsie de l'endomètre. Nous pouvons trouver un endomètre pré-réceptif, réceptif ou post-réceptif. Le RMAP nous aide à calculer le moment exact pour le transfert embryonnaire. Pour faire la biopsie de l'endomètre et le test RMAP, nous devons préparer l'endomètre et l'utérus comme si nous voulions faire un transfert d'un embryon. Nous pouvons faire la préparation avec un traitement, avec l'estradiol à partir de la règle. Nous faisons une écho pour voir l'endomètre et si la taille est 7 mm ou plus. Nous commençons avec la progestérone et après 5 jours et demi de progestérone, nous faisons une biopsie de l'endomètre. Aussi, nous pouvons préparer l'endomètre sur un cycle naturel. À partir de la règle, nous commençons à faire des échos pour contrôler les follicules dominants et le jour de l'ovulation sera le jour 0 pour nous. Nous commençons avec la progestérone. 5 jours après, nous allons faire la biopsie de l'endomètre. Pour faire la biopsie, nous avons besoin d'une canule d'aspiration endométriale et un kit RMAP qui doit être après la prise de l'endomètre dans le frigo. Et après, nous pouvons envoyer la biopsie et nous allons avoir les résultats dans 2-3 semaines, normalement dans 21 jours. Ici, nous pouvons voir une étude de validation de l'RMAP qui a fait IGLS.
C'est une recherche rétrospective avec 204 couples avec 2 ou plus échecs en traitement après un traitement de FIV et aussi avec donation des ovocytes. La méthode a été faire un RMAP sur un cycle avec médicaments et faire le RMAP dans le jour 100 et demi de progestérone. Les patients ont été classifiés en réceptifs, pré-réceptifs ou post-réceptifs. Et après, nous avons fait un transfert embryonnaire d'un seul embryon, suivant les recommandations de l'ERMAP. Les taux de grossesse ont été comparés. Après faire les ERMAP, nous avons ces résultats. 72% de nos patients ont été réceptifs et 28% non réceptifs. De ces 28%, 15% pré-réceptifs et 13% post-réceptifs. Et après le transfert de l'embryon, suivant les recommandations de l'ERMAP, les taux, comme les taux de grossesse, comme les taux de grossesse clinique, avec battement cardiaque positif, ont augmenté dans le groupe de l'ERMAP pré- et post-réceptif. C'est pour ça que c'est peut-être très intéressant de faire l'étude de la fenêtre d'implantation parce que peut nous aider dans les cas plus compliqués avec la réceptivité altérée. Et aussi, un autre problème que nous pouvons voir sont les problèmes immunologiques. Normalement, ce n'est pas très fréquent, mais nous avons beaucoup de maladies et de problèmes différents comme l'infertilité primaire, la préclampsia, les fausses couches, les échecs d'implantation ou les retards de croissance intra-utérine qui peuvent avoir une origine dans la réponse immunitaire maternelle. L'embryo toujours porte une génétique différente en 50% de la génétique du père et en 50% de la mère. Et c'est une génétique étrangère pour la femme, pour la mère. Et l'embryo, c'est un semi-étranger. La grossesse est un processus biologiquement unique dans lequel le système immunitaire accepte les antigènes étrangers et aussi il doit avoir une activité de défense contre les possibles infections. Nous pensons qu'il peut y avoir un problème immunologique quand nous avons étudié autres options, autres facteurs et tout est bien après l'exclusion d'autres facteurs. Pour ça, nous avons besoin de faire un dossier médical personnel et familial, voir les facteurs de risque et comportements en matière de santé et étudier les maladies et traitements reçus. Pour étudier l'immunologie de base, nous avons différents tests. Nous pouvons voir la quantification des cellules immunitaires dans l'endomètre avec les IMAP. Nous pouvons étudier aussi les taux d'hormones thyroïdiennes, les taux de l'état de coagulation, l'identification KIR-HLA, la quantification des composants du système de complément ou l'auto-immunité de base, comme dans les maladies du syndrome de lupus ou la cœliaquie ou les maladies de la thyroïde. Les IMAP
c'est une analyse de le niveau et l'activité des populations de cellules immunitaires. L'IMAP analyse le niveau de différentes cellules comme les NK, les lymphocytes B, et son utilité est l'identification des anomalies liées à l'apparition de complications pendant la grossesse et nous permettent la sélection de l'immunothérapie plus appropriée pour chaque patient. Elisa, est-ce que tu veux remettre en mode présentation? On voit tes notes. Pardon? Est-ce que tu peux mettre... Voilà. Ah, d'accord. Merci. D'accord. C'est pour les patients avec échec d'implantation ou avec aussi fausse couche à répétition. Si nous trouvons un problème immunologique, nous avons différentes stratégies non pharmacologiques ou stratégies pharmacologiques. Dans les stratégies non pharmacologiques, nous pouvons changer le mode de vie, l'alimentation, les exercices, les habitudes toxiques comme la caféine ou l'alcool. Nous pouvons essayer aussi la gestion du stress et donner à nos patients suppléments vitaminiques si elles ont besoin, comme la vitamine D. Et dans les stratégies pharmacologiques, le traitement dépend des troubles que nous avons trouvés. S'il y a une altération des cellules NK, nous pouvons donner corticoïdes. S'il y a une altération, une modification entre les TSH1 ou D, nous pouvons donner aussi corticoïdes avec une dose basse ou intralipide aussi. S'il y a présence d'anticorps dans l'endomètre, nous allons donner IVIG, immunoglobuline. Nous donnons ce traitement le jour de la transfert et si tout marche bien, s'il y a une grossesse, nous donnons une deuxième dose après l'écho de battement de la semaine 7 et une autre dose, une troisième dose dans la semaine 12. Et nous pouvons étudier aussi la compatibilité KIR-HLA. Aussi, nous avons des traitements adjuvants comme peut-être l'aspirine, l'héparine ou le sélénium. Et ici, nous avons un cas clinique. C'est une femme avec une infertilité de 3 ans d'évolution, 38 ans, et des fausses couches précédentes. Nous avons fait une stéroscopie que c'est normal. Nous faisons aussi une étude immunitaire que c'est normal. Après 3 cycles de fécondation in vitro, nous avons trouvé des embryons euploïdes. Nous avons transféré le premier et le test a été négatif. Et nous avons fait après la fenêtre d'implantation avec l'ERMAP et le résultat a été très réceptif dans les jours 5 et demi de progestérone. Nous avons fait un deuxième biopsie dans les jours, un jour après et nous avons trouvé que l'endomètre est réceptif dans les jours 6 et demi de progestérone. Nous avons fait la transfert d'un embryon euploïde dans les jours 6 et demi de progestérone et le test de grossesse a été positif et la grossesse a évolutionné normalement. C'est un exemple de les patients que nous avons. Comme conclusion, les clés pour un résultat positif, c'est la technologie qui nous permet de trouver la cause exacte du problème d'implantation et aussi les meilleurs spécialistes en fertilité et prise en charge des patients.
Dans le groupe UVFLI, nous sommes le troisième groupe le plus important en Espagne. Nous avons 3 cliniques à Alicante, à Madrid et à San Sebastián. Et chez UVF, les critères sont le suivi personnalisé, professionnel de renom et une technologie de pointe pour avoir le meilleur résultat et donner les possibilités plus hautes à nos patients. Et merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Elisa. On va pouvoir passer à la séance de questions-réponses. Si les participants souhaitent poser leurs questions, ils peuvent le faire via le bouton à cet effet, questions-réponses de la plateforme. Et voilà, nous serons heureux d'y répondre. On va laisser 2 petites minutes encore. N'hésitez pas, c'est toujours la première question qui est la plus difficile à poser. Voilà, quoi vous dire d'autre Je pense que c'est très important connaître les différents tests que nous avons pour étudier chaque implantation. Et c'est très important, pour exemple, la fenêtre d'implantation parce que nous trouvons beaucoup de problèmes dans un de chaque 400 patients, nous avons une altération de la fenêtre d'implantation. Et nous pouvons donner plus chance de succès à nos patients avec ces tests parce que le transfert de le meilleur embryon sans altération génétique, si l'endomètre n'est pas réceptif, les possibilités que nous avons sont moins de 10%. C'est très important penser en ces tests. Merci. On a une question. Que faire chez les patientes avec une hypotrophie de l'endomètre? C'est difficile parce que nous essayons avec plus doses d'estradiol et aussi, normalement, nous changeons, nous faisons, si nous n'avons pas un endomètre de 5 mm ou plus avec traitement, nous cancelons le cycle et nous commençons une autre fois avec un cycle naturel ou avec une autre dose d'estradiol. Mais finalement, il y a des patients qui ont un endomètre de moins de 5 mm. Et ces patients ont moins chance de grossesse, mais elles ont des possibilités aussi avec ces endomètres. Finalement, je pense que nous devons transférer un embryon si nous essayons avec estradiol, avec dose O, et nous n'avons plus de 5 mm, nous devons faire la transfert. Nous pouvons essayer aussi avec les facteurs de grossesse, je pense, facteurs de crecimiento, Karine? Facteur de croissance. Facteur de croissance dans l'endomètre. Et aussi, nous utilisons l'hormone de croissance aussi. Mais c'est un traitement, une investigation, mais les résultats, probablement dans le futur, nous allons utiliser plus parce que nous avons très bons résultats avec ce type de traitement aussi. Merci. J'espère que nous avons répondu à la question. Nous attendons une petite minute de plus pour savoir si nous avons une autre question qui apparaît. Nous avons une autre question. Alors, si la première biopsie révèle un manque de réceptivité, alors il faut forcément faire une deuxième biopsie à jour de progestérone 6,5 et si ce n'est pas encore le cas à 4,5
j'imagine que voilà, comment fait-on? D'accord. Quand l'endomètre, quand le résultat est réceptif dans les jours 5 et demi, que c'est le normal, nous recommandons faire un biopsie pour un deuxième biopsie. Oui, pourquoi? Parce que nous avons trouvé différents résultats. Nous avons quel patient avec une réceptivité dans les jours 7 et demi et aussi nous avons trouvé des fenêtres d'implantation plus courtes. Euh, mais les 75% du patient avec un endomètre pré-réceptif dans les jours 5 et demi vont avoir un endomètre réceptif dans les jours 6 et demi, mais les 25 non. Le 25 va être post-réceptif parce que la fenêtre d'implantation est courte ou pré-réceptive aussi. C'est très rare, mais c'est possible. Nous avons un cas, non, des cas, et avec un endomètre réceptif dans les jours 7 ou plus. Et si le résultat dans les jours 5 et demi est post-réceptif, c'est vrai que la majorité des cas sont réceptifs dans les jours 4 et demi. Nous recommandons la biopsie de confirmation, mais probablement ce n'est pas nécessaire si le résultat c'est post-réceptif parce que les 100% de nos patients ont réceptif l'endométrie dans les jours 4 et demi. Dans tous les cas, Elisa, pour répondre plus exactement à enfin, la question, on n'a pas avec la première biopsie, on sait s'il faut donner pour une deuxième ou plus ou moins. On ne va pas dans un sens, et après on dit: «Tiens non, c'était dans l'autre». Là, le premier résultat, on sait si on est post ou on est pré-réceptif. Donc pour la deuxième biopsie, on sait s'il faut donner plus ou moins de progestérone. Déjà, on sait dans quel sens il faut aller, Oui, si on y par va. exemple le résultat est pré-réceptif dans les jours 5 et demi, nous allons faire la deuxième biopsie avec un jour plus de progestérone, dans les jours 6 et demi de progestérone, pour confirmer si nous trouvons ou non le moment parfait. Exactement. Et nous avons une autre question. L'endométriose aussi a des causes, immunologiques et comment prendre en charge? L'endométriose, oups, pardon. L'endométriose, le facteur principal pour l'affectation de l'endomètre, normalement, c'est l'adénomiose. Et aussi, nous pouvons avoir une qualité des embryons régulière ou mauvaise pour la qualité des ovules, mais normalement, l'endométriose n'est pas affecté pour l'endométriose. C'est le myomètre pour l'adénomiose. Et pour ça, nous pouvons seulement donner traitement avec analogue, comme le décapeptile ou onapeptile, ou faire une stéroscopie mm, pour faire un traitement de l'adénomiose. Les résultats, normalement, ça dépend de la pourcentage d'utérus affecté pour l'adénomiose. Très bien. On a une autre question. Que dites-vous par rapport aux vasodilatateurs pour améliorer la réceptivité endométriale? Euh, c'est un traitement que peut nous aider à améliorer la réceptivité endométriale ou spécialement la vascularisation de l'utérus dans les femmes qui ont affecté l'utérus pour l'âge, spécialement.
nous donnons, par exemple, aspirine, mais c'est possible donner autre type de traitement aussi, comme l'héparine ou traitement pour via vaginale, comme le sildenafil. Dans notre clinique, nous utilisons l'aspirine spécialement et aussi la héparine comme un traitement empirique, d'accord? Et nous avons un bon résultat. Mais c'est possible de donner vasodilatateurs différents pour, pour mesurer, pour améliorer la vascularisation de l'endomètre. Et pour nous aider aussi l'aspirine dans la maladie immunologique. Merci. Nous n'avons pour le moment pas d'autres questions. On va attendre un petit peu. Muy bien, je crois que si vous n'avez pas d'autres questions, on va pouvoir voilà, remercier énormément le docteur Elisa Pérez pour sa disponibilité ce soir. Et n'hésitez pas, si voilà, vous avez d'autres questions sur le sujet, à nous contacter à l'adresse sur l'écran. Voilà, nous sommes également heureux de vous avoir comme contact. Nous avons toujours... Ah, je vois qu'on a une autre question. Ah, deux autres questions. Ah non, j'ai un merci. Et est-ce que le dosage de l'AMH peut déterminer la probabilité de réussir un transfert? Non. La dosage de AMH peut déterminer la probabilité d'avoir plus ou moins embryons, mais non la probabilité de réussir de la transfert. La probabilité de réussir de la transfert dépend de la qualité des embryons et ça dépend du numéro, mais spécialement de la qualité. Et si nous avons plus d'embryons, nous pouvons sélectionner le mieux, d'accord? Et la qualité dépend aussi de l'âge de la femme. L'AMH nous donne une idée de quantité de la réserve dans la réserve ovarienne, mais n'a rien à voir après avec la qualité ou non du transfert en lui-même. Oui. Merci. Et que dites-vous des cells stimulated? Je ne sais pas. Non plus. Cells stimulated. La stimulation des cellules? Je ne sais pas trop à quoi vous faites référence, je suis désolée. Et on a également une personne qui nous demande combien coûte le cycle d'une fécondation in vitro dans notre clinique. Alors voilà, ça c'est moi qui me permets un petit peu de modérer cette question. C'est-à-dire que là, nous sommes dans un webinaire dédié dirigé à des professionnels de la santé. Si vous êtes là en tant que patient ou si vous êtes également là en tant que médecin, mais que vous souhaiteriez savoir quels sont nos traitements, les détails de nos traitements, n'hésitez pas à prendre contact avec nous parce que très sincèrement, pour répondre à votre question, de toute façon, il existe de nombreux traitements de FIV. Chez nous, ils sont d'ailleurs la plupart, enfin tous sont personnalisés en fonction des patients. Donc, il n'y a pas un seul prix que voilà, qu'on pourrait vous donner. Il y en a beaucoup. Donc, je vous invite à prendre contact. On pourra, si vous êtes médecin, vous donner voilà, plusieurs détails de type de traitement de FIV. Et si vous êtes patient, vous donnez voilà, celui qui pourrait correspondre à vos besoins. Voilà. Voilà, comme je vous disais, si vous aviez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter. Si voilà, nous avons de notre part, du point de vue de la clinique, de nombreuses patientes et patients qui viennent de France et qui parfois nous demandent
voilà, des adresses où aller en France pour pouvoir aller faire leurs échographies, leurs prises de sang, parce qu'elles n'ont pas d'accompagnement, gynécologique, auprès de chez elles, qui les accompagne dans leur parcours de PMA. Donc voilà, c'est vrai que nous sommes toujours également intéressés de connaître les gynécologues qui seraient prêts à suivre, nos patientes. Donc n'hésitez pas à vous faire connaître, également auprès de nos cliniques. Encore une fois, merci Elisa pour, ta disponibilité Merci à et vous, Caroline. puis, moi je vous dis rendez-vous à demain. Demain nous sommes avec Rebecca Fernandez, notre, codirectrice du laboratoire d'embryologie, également à IVF, Donostia à Saint-Sébastien, qui nous parlera, elle, de la culture embryonnaire, jusqu'au stade de blastocyste et de son importance, du point de vue, aussi bien d'un point de vue du transfert comme de nous donner énormément d'informations, concernant la fertilité et les possibilités de grossesse, des patients. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée à tous et j'espère vous revoir demain. À bientôt.